Bonjour à tous et bienvenue sur Copo & Co, épisode 2 consacré à la réalisation en total do it yourself. J'ai fait par moi-même, vous comprendrez, le dressing de ma suite parentale. C'est la conclusion de mes travaux, de plusieurs mois de travaux. Et donc il me manquait cette pièce maîtresse pour l'aménagement de ma pièce et pouvoir déménager mon lit dans cette nouvelle chambre. Alors la dernière fois on s'était quitté sur l'assemblage à blanc. Et après avoir corrigé quelques petits défauts, eh bien j'ai enchaîné avec le traitement. Alors j'ai mis du Rubio couleur chêne clair. Et donc ça fait une teinte un petit peu colorée, un petit peu miel que j'aime bien. Et j'en avais parlé la dernière fois, j'ai énormément de tiroirs. Donc un gros travail a été consacré au collage de ces tiroirs. Je voulais éviter au maximum d'avoir des vis. Voilà, et puis du coup j'ai mis des tenons avec la domino. J'avais usiné, vous l'aviez vu la dernière fois, les fonds de tiroir, et donc là maintenant il s'agit de tout coller. Ça prend évidemment de la place. Par contre c'est de la colle qui avait un temps d'ouverture relativement raisonnable, ce qui fait que j'avais quand même le temps de faire mes assemblages, de mettre ça sous presse. Et puis une fois que c'était serré, voilà, j'avais pas besoin d'avoir 20 serre-joints dehors en même temps, surtout que ce sont des grands serre-joints, parce que vu la configuration du tiroir, ils étaient évidemment assez encombrants. Alors pour faire les tiroirs, j'ai vraiment fait en sorte que la face avant et la face arrière soient pris en sandwich sur les côtés. Parce qu'en fait, ça va à l'encontre de la force qui va être exercée, c'est-à-dire qu'on va tirer le tiroir. Si évidemment la façade elle est posée contre les côtés, eh bien on va avoir facilement tendance à s'arracher. Par contre, si les côtés prennent la face avant en sandwich, et bien du coup ça sera beaucoup plus résistant. Donc c'est une forme à prendre en considération si vous aussi vous êtes amené à faire vos propres tiroirs. Je ne sais pas si c'est très clair, mais voilà. L'idée c'est de faire les assemblages dans le sens inverse de la force qui sera exercée. Donc voilà, beaucoup de travail au niveau des tiroirs, et on en reviendra tout à l'heure. Ça sera une des principales erreurs de la conception de ce dressing, car je vous l'ai dit la dernière fois dans le premier épisode, il y a des erreurs qui ont été faites et c'est bien normal, surtout quand c'est la première fois qu'on se lance. On a beau réfléchir à pas mal de choses, mais bon, on ne pense pas à tout. Et nous voilà dans la pièce rénovée, restaurée. Si vous n'avez pas vu dans quel état elle était au début, je vous conseille de revoir les épisodes consacrés à la rénovation. D'ailleurs, le lien vers la playlist qui rassemble tous ces épisodes est dans le descriptif sous la vidéo. Il y a quelques mois, il y avait un énorme trou dans le sol avec de la terre qui était apparente, donc vous l'avez vu, ça a bien évolué. Montage très fastidieux, je vous mets pas tout le timelapse, mais en fait les dominos ne m'ont pas facilité la tâche, parce que les dominos raccordangle ça va quand on n'a que 2 pièces à mettre, mais quand on a une colonne avec des étagères, eh bien c'est tout de suite beaucoup plus compliqué, parce que tout est en porte-à-faux, en équilibre, etc. Donc je sais qu'il y a un des systèmes avec la lamello qui permettent de faire la colonne et puis après de venir glisser chaque étagère. Je dois admettre que si j'avais eu ce système, je me serais beaucoup moins pris la tête, parce que moi j'ai été obligée de tout mettre en porte-à-faux, de décaler chaque pan de la colonne avec toutes les étagères, et du coup ça a un petit peu fragilisé mes assemblages, mais bon, voilà, j'ai quand même réussi à mettre ça d'aplomb avec mon nouveau niveau électronique de chez Stabila, et ça c'est chouette. Après, installation des tiroirs, et tout allait bien, jusqu'à ce que je réalise que en haut de mes dressings, j'ai prévu un grand placard sur les côtés, et qu'il y a un tiroir dans ces côtés. Sauf qu'une fois que je mets la porte, le tiroir était trop large. J'ai fait tous les tiroirs aussi larges les uns que les... Enfin, de la même dimension, donc il n'y avait pas de problème, voilà, la fille était contente. Mais au moment de mettre la porte, je me suis rendu compte qu'il y avait 2 tiroirs qui étaient trop larges, et donc il m'a fallu reprendre ces tiroirs pour les raccourcir de 3 cm pour qu'ils puissent s'ouvrir quand la porte était ouverte. Donc ça, je ne l'avais pas du tout envisagé, donc vérifiez si vous avez des tiroirs intégrés, si ça passe vraiment. Alors ça aurait été des ouvertures, des charnières avec des poses en applique, ça aurait peut-être fonctionné, mais là j'étais un peu en tunnel, j'allais dire, et donc les portes restaient à l'intérieur de l'ouverture, et donc voilà, ça prenait de la place, et là ça ne fonctionnait pas. En parlant de porte, découpe des façades. Alors, principalement la scie plongeante. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'était des panneaux déclassés et qui n'étaient même pas forcément d'équerre. On partait du principe qu'ils l'étaient, mais c'était pas le cas. Et on a essayé de faire nos grosses découpes avec un petit peu de marge, et on se rendait compte qu'il y avait des problèmes, ça allait pas.
Et donc voilà, les côtés n'étaient pas d'équerre, donc il a fallu retailler ça. Et au final, pour éviter les éclats, parce que c'est un revêtement, c'est un contreplaqué avec un revêtement chêne clair dessus, et j'avais bien vu qu'à la scie sous table ça faisait beaucoup d'éclats, donc j'ai fait ça à la scie plongeante en faisant d'abord une petite incision d'1 millimètre, et puis après en faisant la découpe totale, et du coup mon état de surface était super propre. Donc j'ai fait ça tout du long, et c'était beaucoup plus simple, surtout que les panneaux étaient assez imposants, et c'est toujours délicat quand ils sont grands de respecter le parallélisme. Donc vous voyez, première petite incision, et puis après, incision totale. Et c'est vrai que quand je ne faisais pas ça, eh bien, le parement avait tendance un peu à éclater, alors que là, la finition est quand même beaucoup plus propre. Alors la finition est plus propre, mais ces panneaux, je vous le rappelle, sont déclassés. Je les ai achetés dans un magasin d'usine qui les fabrique. Et donc le ponçage était absolument nécessaire. Il y a quelques rayures qui ont subsisté, mais bon, moi ça me dérange pas. C'est le même type de panneau que j'avais utilisé pour ma tête de lit. Donc ma tête de lit va être assortie à mon dressing. Là encore, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mets le lien en haut à droite de l'écran, vous pourrez regarder. Donc l'idée c'était d'avoir en plus les dessins qui se suivaient, donc j'ai utilisé 2 grands panneaux, et mon idée c'était que en vis-à-vis, les portes et tiroirs, les dessins devaient se suivre. Alors j'ai respecté tout ça, mais au final on voit pas vraiment les motifs qui se suivent sur le dressing une fois réalisé. Mais bon, c'est assez uniforme je trouve, donc voilà, je suis plutôt contente du résultat. J'ai là aussi utilisé du rubio mais transparent. Ça a vraiment beaucoup foncé mon revêtement qui était un peu plus clair. Donc j'avais fait des tests au préalable, je savais que voilà, il y aurait la surface qui se foncerait. Je trouvais ça un petit peu dommage, mais au final ça accentue un petit peu la décoration je trouve, et puis ça va très très bien. Donc faites des essais hein, si vous utilisez des huiles ou des vernis, parce que ça a souvent tendance un petit peu à foncer le bois. Donc là aussi sur les tranches, un petit peu d'huile, parce que j'ai décidé cette fois-ci, à l'inverse des montants de mon dressing, de laisser les champs apparents. Parce que voilà, vous allez le voir plus tard, j'ai aussi fait des poignées de porte qui vont être faites dans les chutes de ces panneaux-là. Et justement, le champ du contreplaqué va être visible, parce que là encore, ça fait référence aux champs qui sont visibles sur les petites tables de chevet de ma tête de lit. Donc voilà, il y a une certaine cohérence dans la déco et dans les choix que j'ai fait. Donc petit perçage des charnières. Alors les charnières, je les ai achetées en lot, je vous mets le lien, vous êtes nombreux à me demander les liens des produits, le budget, etc. J'ai fait le choix de pas forcément acheter du Etish ou du Bloom parce que ça coûte vraiment trop cher. Et voilà, comme je vous dis, hein, si je prends des panneaux déclassés, c'est pas pour mettre des 400 balles dans les coulisses et 200 dans des charnières, même si forcément ça serait de la meilleure qualité, mais voilà, là j'ai fait autrement. Donc c'est des lots de 20 charnières, je crois, de mémoire. C'est de la marque Emuka, j'ai pris ça chez Central Brico. Je vous mets le lien dans le descriptif sous la vidéo. Alors c'est des poses en tunnel, c'est-à-dire que les montants vont rester apparents, ça vient pas en applique contre la structure, c'était aussi un choix de ma part. Et puis il y a une ouverture, je crois qui est de 105 degrés, un truc comme ça. Donc voilà, je vous mets le lien, c'est vraiment plus rentable de les acheter en gros lot, ça c'est évident, parce que c'est vrai que la quincaillerie, c'est un énorme poste de dépenses. Et bon, après, c'est sûr que c'est peut-être un petit peu moins réglable que des modèles haut de gamme, c'est normal, hein, sinon ça serait pas justifié le prix des modèles haut de gamme. Mais bon, moi voilà, j'ai fait ce choix-là. Donc traçage des repères, évidemment. J'avais fait des tests sur des chutes pour vérifier que mes calculs, mes emplacements étaient bons. Et puis une fois qu'on a trouvé à quelle distance, à quelle hauteur le mettre, il suffit de répéter l'opération, puis ma foi, ça va plutôt bien. Alors par contre, qui dit perçage ou vissage dit souvent traçage. Donc vous le voyez, moi à chaque fois j'utilise un petit scotch de peintre, ce qui me permet de faire mes repères, de gribouiller une fois, 2 fois, et puis après je le retire et ça m'évite d'avoir à marquer le bois alors qu'il est déjà huilé, apprêté. Donc voilà, je pense que c'est vraiment important de ne pas avoir besoin de refaire les finitions. Donc voilà, cette petite astuce du scotch de marquage, ça fonctionne très bien, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Et donc vous le voyez là, le tiroir qui est derrière cette porte là, il est trop large pour s'ouvrir. Bravo Mariette. Voilà, la prochaine fois je ferai plus attention. Donc il a fallu que je décolle mon tiroir, que je le scie, que je le recoupe, que je le recolle. Et puis après ça allait mieux, j'ai mis une petite cale du coup entre le côté de ma colonne et ma coulisse pour le décaler de 3 cm. Puis comme ça m'a fait de l'espace
pour pouvoir sortir mon tiroir sans que ça bute contre la porte. Mais je vous avoue que sur le coup, j'étais vexée, j'enrageais. Je dis c'est pas possible d'avoir oublié ça. Mais bon, petite astuce aussi, vous avez vu en haut, j'ai mis des scotch parce que tant qu'il n'y a pas de poignée, c'est dur d'ouvrir la porte. Donc j'ai fait sortir des scotch et ça me servait de petites poignées. Installation des petits aimants qui servent à la fois à tenir la porte, mais surtout à éviter qu'elle ne s'enfonce trop, parce que du coup les charnières ont tendance à la faire rentrer un peu en avance. Donc là, des petites Spax à tête déco qui vont bien. Le petit homologue de l'aimant sur la porte. Et là encore, j'ai eu des petits soucis de réglage. Des fois, j'étais un tout petit peu décalée, la tête de vis tapait contre l'aimant. Et du coup, ça avait du mal à bien se fermer, mais ça se règle plutôt bien. On passe au poignet. Alors là, c'est la grosse fierté de ce chantier parce que pareil, j'avais vu beaucoup de poignets qui ne me plaisaient pas forcément, ça allait pas avec le reste du meuble et puis pareil, c'était hyper cher ou alors c'était hyper long à se faire livrer. Et donc je me suis dit je vais faire un test. Je vais faire une poignée, plusieurs types de poignées. Et ma foi, quand j'ai fait voir ça aux gens, ils avaient l'air plutôt contents, enfin, ils trouvaient ça plutôt sympa, que ce soit mon conjoint, mes voisins, etc. Je dis allez, je tente. Mais la problématique, c'est de se dire comment est-ce que je fais une poignée déjà qui est symétrique, qui a le côté gauche qui ressemble au côté droit. Après, c'était comment je fais 16 fois ou 14 fois la même poignée symétrique. Donc, j'ai construit un gabarit, et ce gabarit-là, après, il m'a servi à usiner toutes mes poignées. Et finalement, ça va plutôt vite. Ce qui est compliqué et ce qui est long, c'est de faire ce gabarit. Mais bon, si vous avez un jour l'envie, je vous expliquerai comment j'ai fait ça, ou peut-être que je ferai un article, on verra bien. Mais voilà, je suis super contente parce que finalement, une fois qu'on a trouvé la stratégie et la méthodologie, ça va plutôt vite. Vous voyez, j'ai pris une espèce de grosse fraise avec un roulement. J'usine l'extérieur et l'intérieur de ma poignée, parce que je voulais un gabarit qui me permette de tout faire d'un seul coup. Et en fait, il y a une partie qui permet de tenir vissée dans le gabarit la poignée. Cette partie-là, évidemment, l'idée maintenant, ça va être de la couper. Et pour couper toutes les poignées de la même façon, je suis passée sur un second gabarit, sur un chariot, sur ma scie sur sable. Donc vous voyez, l'ébauche est quand même assez bien propre, hein, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc j'ai bricolé un petit support qui tient avec des sauterelles. L'idée, c'est d'aligner le bas de la poignée sur le trait de coupe. On met en marche la scie, et puis la scie, elle vient découper toute la partie qui nous servait à sécuriser la pièce sur le premier gabarit, mais dont on n'a plus besoin maintenant. Ça, c'est fait. Alors, j'ai fait aussi des petites coupes pour découper les extrémités de la poignée. Je ne vous ai pas tout détaillé, mais de la même façon, j'ai coupé pour qu'elles soient toutes à la même longueur. Ensuite, troisième gabarit, que j'ai bricolé pour avoir des trous dans les poignées, parce que je voulais mettre des vis, pas des vis à bois, parce que je voulais être sûre d'où ça tombait, mais des vis avec un filetage, et j'ai mis des inserts filetés, en fait ce sont des petits écrous. Donc j'ai regardé à quel endroit il fallait que je perce, j'ai réglé une butée de profondeur pour que ça perce toujours au même endroit, j'ai fait quelques tests, et après je n'avais plus qu'à répéter l'opération. Et cette partie-là, qui me sert à percer, que je tiens dans la main, vous verrez qu'elle aura vraiment son importance, parce qu'en fait, après je l'ai démontée, et elle m'a servi de gabarit de perçage sur mes façades, de tiroirs et de portes. Donc j'étais extrêmement sûre que l'écartement des trous réalisés sur ma poignée serait le même que l'écartement des trous réalisés sur les façades. Ensuite, ces petits inserts filetés, super pratiques, une petite clé à laine pour les visser, et vous voyez, ça vient à fleur, et après on n'a plus qu'à mettre la vis. En fait, ça évite d'abîmer le bois, et on est sûr qu'on peut serrer très fort, vous voyez, impeccable. Franchement, j'en avais acheté quelques-uns en grande surface de bricolage, par 5 ou 6, ça coûte les yeux de la tête. Là, je les ai pris en ligne par 50 et c'était beaucoup plus rentable et tout aussi efficace. Donc, même traitement que pour le reste du dressing, un petit coup de rubio pour faire ressortir le contreplaqué parce que la façade, la tranche de la poignée va être apparente. Et vous voyez, ça fait un rendu plutôt sympa, en tout cas, moi j'aime bien. Je conçois que ce soit pas le goût de tout le monde, mais je trouvais ça plutôt décoratif et intéressant. Donc je vous le disais, le morceau de tout à l'heure, je l'ai récupéré parce que maintenant il faut que je perce toutes mes façades avec le bon écartement pour installer mes poignées. Donc je l'ai monté sur un petit gabarit pour être toujours à la même hauteur. Ensuite, j'avais fait un petit repère sur le milieu du gabarit que je devais axer sur le milieu de ma façade. Et puis il n'y avait plus qu'à percer pour avoir l'emplacement de mes poignées.
Alors ça, c'est la théorie. Vous doutez bien que pour éviter d'écrire sur les façades que je venais de huiler, eh ben, je mettais un petit bout de scotch, puis je faisais mon petit repère, mais je me disais, c'est dommage d'utiliser 14 bouts de scotch, quoi. Donc des fois, je l'utilisais plusieurs fois de suite, 2-3 fois de suite, mon petit bout de scotch. Et une fois, je me suis trompée de repère. Bravo Mariette, de nouveau. Ce qui fait que j'ai décalé mes trous. Et au moment d'installer, j'ai bien vu que sur une de mes façades, ma poignée n'était pas alignée avec les autres. Donc il a fallu que je reperce à côté, que je bouge, que je remette un petit peu de parement gris clair. Donc voilà, j'étais là encore un petit peu consternée de ma mauvaise idée. Mais bon, je voulais aussi vous partager cette astuce pour tenir les poignées, parce que moi, les façades, j'ai toujours un problème pour savoir comment tenir la façade le temps de la visser. Alors là, je m'étais dit, je vais utiliser les trous de mes poignets, je vais caler ma façade, je mets une vis au travers des trous des poignets, et comme ça, après, je n'ai plus qu'à visser à l'intérieur, vous voyez, retirer mes vis, et puis je peux installer ma poignée. Donc ça, c'était super efficace, sauf qu'en fait, il y avait des tiroirs qui étaient un petit peu plus hauts que d'autres, et du coup, j'ai pas pu le faire tout le temps. Et donc des fois, j'avais pas cette astuce de pouvoir visser directement dans le bois ma façade, donc j'ai mis des petits points de colle cyanoacrylate, j'ai calé au mieux, sauf que du coup, des fois, il y a des petites façades qui sont avec 1 ou 2 mm de décalage. Alors les gens qui viennent ne le voient pas, mais moi je le vois, et ça m'embête un petit peu. Donc voilà, j'ai pas toujours la bonne technique. J'ai essayé le scotch double face, j'ai essayé la colle chaude, j'ai essayé plein de trucs. Mais le plus efficace, c'est encore de mettre des vis au travers des fixations de la poignée, mais encore faut-il que ces vis-là soient à hauteur du caisson du tiroir. Voilà, donc dans la mesure du possible, faites des caissons de tiroir assez haut devant. Voilà, ça sera mon conseil, en tout cas, c'est ce que je vais essayer de faire les prochaines fois, parce que ça facilite vraiment la vie. Donc voilà les petites coulisses dont je vous ai parlé la dernière fois, qui ne sont pas de super grande qualité, mais qui, là encore, ont le mérite d'être accessibles financièrement, sans être obligé de débourser 30 € par tiroir. Bon, je vais vous parler la prochaine fois de l'éclairage, de l'aménagement, etc. Parce que j'ai mis un petit système super sympa dans le dressing. Je voulais faire un deuxième épisode qui récapitulerait tout, mais il y a tellement de choses à dire que ça ferait une vidéo d'une demi-heure. Donc je vous donne rendez-vous dans le troisième et dernier épisode de Copo & Co consacré à ce dressing. Et j'espère vraiment que vous avez aimé, liké, commenté, que vous êtes abonné. Parce que c'est toujours sympa de voir que ces épisodes vous sont utiles, vous sont intéressants. Donc je vous dis à très bientôt sur Copo & Co et surtout n'oubliez pas, faites plein de copeaux. Bye bye.